Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que de nombreux fonctionnements et conditionnements sociétaux pouvaient freiner l'accès des femmes au domaine scientifique. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser au rôle des différentes parties prenantes pour tendre vers plus de parité de genre dans ce monde scientifique. Pour cela, nous retrouvons Marianne Blanchard, sociologue au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, CERTOP, et maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Rebonjour Marianne. Bonjour. Yona Guetta, chargée d'études égalité professionnelle et mixité des filières au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Rebonjour Yona. Bonjour. Et Gwenaëlle Dauphin, vétérinaire, virologiste et directrice de la plateforme d'appui et d'investigation scientifique de l'entreprise Seva Santé Animale. Rebonjour Gwenaëlle. Bonjour Colombe, bonjour à tous. L'Organisation des Nations Unies préconise l'égalité des sexes à travers les objectifs de développement durable numéro 4 et numéro 5. Gwenaëlle Dauphin, en tant que directrice d'une plateforme de 4 unités de laboratoire situées en Chine, en Hongrie, en France et aux États-Unis, ayant travaillé de nombreuses années à la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, notamment pour un réseau mondial de grippe animale, avez-vous constaté des disparités dans la prise en compte des femmes dans le monde scientifique en fonction des divers pays? Oui, je dirais que la réponse est oui, puisque le monde de la science est très influencé par sa société civile, sa culture et même parfois la politique. J'ai la chance de rencontrer des vétérinaires du monde entier, beaucoup dans les pays en développement aussi. Et bon, dans les pays en développement, souvent la position de la femme est un peu plus en retrait, mais encore une fois, ça dépend des pays. Et même au sein de l'Europe, on constate quand même des différences entre le nord et le sud. On voit des femmes très fortes émerger dans des cultures, où la femme est un petit peu en retrait, et qui ont réussi à sortir la tête, qui sont étonnantes et pétillantes. Donc j'ai des femmes en tête que j'ai croisées, nigériennes, égyptiennes, thaïlandaises, indiennes, chinoises. Je pense qu'elles ont encore plus de mérite, que dans nos pays, occidentaux pour, en arriver là. Alors, je dirige, oui, 4 labos et dont un qui est en Hongrie. C'est un pays où le congé maternité dure 2 ans et donc, pour les femmes aussi, c'est quand même une longue pause dans leur carrière et donc elles partent et puis elles sont pas sûres de retrouver le même poste, donc je pense que ça aussi en termes de développement de carrière, ça doit quand même pas mal impacter et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a quand même des femmes qui arrivent moins à des postes de direction. Un pays où je pense qu'il est quand même un peu en avance sur nous, c'est quand même les États-Unis. On voit beaucoup de femmes à des postes importants et je trouve, pour avoir été dans beaucoup de discussions, aux États-Unis, dans des discussions, très américaines, enfin les jeunes s'expriment, les femmes s'expriment, les minorités s'expriment. Quand les gens ont une chose à dire, ils le disent librement et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect, c'est pas une culture, où seulement le chef parle et les autres, font qu'écouter et ne peuvent pas vraiment se développer, en fait, quand, on laisse parler que le chef. Et en plus, aux États-Unis, je pense que les politiques de quotas ont commencé bien avant nous, surtout des quotas pour la couleur de peau et donc ça permet quand même, d'imposer, des gens de couleur et des femmes, à des postes importants. Et je voudrais dire pour conclure que dans mon domaine de la santé animale, les têtes d'affiche, c'est-à-dire les gens qui vont présenter les keynote speech, dans les congrès, les grosses présentations qui vont durer une demi heure, entre une demi heure et une heure, ça reste quand même surtout des hommes et surtout des hommes, des pays développés. Quand même, il y a quand même cette tendance, mais je pense que les choses vont évoluer au cours du temps. Je suis optimiste là-dessus.
Donc, des évolutions, notables mais pas encore, significatives, un impact, politique et culturel, assez prenant. Oui. Et justement, au Tchad, par exemple, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a mené une expertise scientifique collective sur les femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Entre le manque de visibilité et le poids des traditions, l'étude dépeint le difficile parcours universitaire des enseignantes chercheuses tchadiennes qui sont confrontées, entre autres, à ce qu'elles qualifient de devoir social. Donc, on a beaucoup parlé du poids du travail domestique, notamment, donc ça rejoint un petit peu cela. La volonté politique de tendre vers plus d'égalité, de parité de genre est parfois confrontée à ce poids des traditions locales. Marianne Blanchard, en tant que sociologue et femme scientifique, pouvez-vous nous en parler? Alors, il faut faire attention à pas avoir une vision qui opposerait des pays traditionnels où les femmes feraient peu de science à des pays plus ouverts. Au contraire, on tend plutôt à observer l'inverse, c'est ce que certains auteurs ont appelé le paradoxe de l'égalité des genres, c'est-à-dire que même si la corrélation n'est pas toujours très nette, mais plus un pays est égalitaire, moins les femmes choisissent des carrières dans le champ des sciences. Autrement dit, dans des pays plus égalitaires, les stéréotypes de genre ne disparaissent pas, mais se recomposent. On a par exemple une équipe d'économistes français autour de Thomas Breda qui montre que le stéréotype associant les mathématiques aux hommes est plus fort dans les pays plus égalitaires et développés. En fait, dans nos sociétés, il existe une injonction forte à la réalisation de soi en disant nos choix, notamment les choix d'orientation, doivent exprimer notre singularité, notre personnalité. Et paradoxalement, ça participe au renforcement d'une ségrégation sexuée dans les décisions d'orientation, puisque les individus prennent appui sur ces stéréotypes de genre pour définir leur identité personnelle et donc faire des choix qui sont relativement stéréotypés, genrés. Et cette expression sexuée de soi, elle n'est pas lue comme thème, elle est lue comme l'expression de son identité personnelle. Personne va dire je choisis cette formation parce que je suis un homme et c'est ce que font les hommes, mais on va dire je choisis cette formation parce qu'elle me reflète. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais alors comment, on explique, cette divergence justement entre, pays, égalitaires et pays, moins égalitaires? Est-ce qu'on a des pistes? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Les premiers qui ont souligné ce paradoxe, c'est Stoet et Gary, qui, eux, disent c'est parce que dans les pays moins développés économiquement, on va d'abord chercher une profession rémunératrice. Alors que dans les pays plus développés, il va y avoir l'idée que la profession va d'abord servir à s'épanouir. Et cette injonction à l'épanouissement, elle va plus être appropriée par les femmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les hommes restent consacrés à ce rôle de breadwinner, alors que les femmes finalement sont quelque part plus libres de faire des choix plus épanouissants qui leur plaisent plus. Moi, c'est ce que dans mes propres travaux j'appelle le piège des choix, c'est-à-dire que en faisant des choix qui reflètent leurs goûts et leurs aspirations, les filles, de par les stéréotypes qu'elles ont intériorisés dans leur socialisation, vont pas forcément se tourner vers les carrières scientifiques ou les carrières qui mènent aux professions de pouvoir. D'accord, donc en quelque sorte, c'est cette idée d'un côté, de privilégier, l'aspect, économique, la rémunération et de l'autre de privilégier en fait l'identité à laquelle on se réfère, si j'ai bien compris. Alors plus que l'identité, c'est privilégier finalement, l'épanouissement, les goûts, mais c'est pas forcément vécu, comme un sacrifice de la Mmh. part des garçons. C'est que c'est aussi dans ce qu'ils ont intériorisé en fait, en faisant des choix selon leur goût, ils font des choix selon leur genre. Alors, au-delà de la place dans les parcours scientifiques, les femmes sont également plus souvent sujettes aux violences sexuelles et sexistes que les hommes, et le monde de la recherche n'est évidemment pas épargné. Une enquête menée par la National Science Foundation aux États-Unis en 2018 a montré que 20% des femmes et 4% des hommes en sciences, génie et santé ont signalé avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours de l'année. Commentaires misogynes, avances et agressions sexuelles, ces questions sont-elles toujours taboues? Sont-elles toujours placées sous le coup du silence? Yona Guetta. En effet, hein, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'est pas du tout épargné par les violences sexuelles. Et bien au contraire, il y a un certain nombre de paramètres qui vont créer des situations de vulnérabilité propices aux violences sexuelles. Il y a par exemple les relations d'asymétrie,
entre une étudiante et son professeur, entre une doctorante et son directeur de thèse, entre une chercheuse et son directeur de labo. Il y a aussi dans la carrière scientifique et aussi dans le parcours étudiant des périodes de mobilité. La recherche, elle ne se fait pas que dans le laboratoire, elle ne se fait pas que dans des bureaux. Il y a aussi des terrains de recherche extérieurs et par exemple, c'est le sujet central de l'association, Paye ta truelle qui, travaille à mettre en exergue le sexisme qu'il peut y avoir sur les terrains de recherche en archéologie. C'est des espaces qui ne sont pas maîtrisés, c'est des espaces en dehors du cadre professionnel. On appelle ça des espaces, extra-professionnels et donc ces périodes de mobilité, elles peuvent créer de la vulnérabilité. Et en ce qui concerne les étudiants et étudiantes, il va y avoir aussi des événements festifs qui peuvent créer des situations où il peut y avoir plus de violences sexistes et sexuelles. En France, les politiques publiques, elles se sont structurées très progressivement sur ces questions-là, du fait du travail militant, du travail des chercheuses et des chercheurs, mais aussi du cadre européen, parce qu'il faut le rappeler, la première circulaire sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, elle date de 2015. Et encore, on parlait de harcèlement sexuel et seulement de harcèlement sexuel, alors que, évidemment, il existe un continuum de violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire tout un éventail de violences sexistes et sexuelles qui peut aller de la blague sexiste jusqu'à des crimes et délits, jusqu'au viol. Et en fait, c'est vraiment la loi de 2019 qui est venue renforcer le cadre des violences sexistes et sexuelles avec l'obligation de mettre en place des cellules de signalement et de traitement dans tous les établissements publics et donc aussi dans les établissements publics de recherche et d'enseignement. Par contre, il y a eu un événement qui a été vraiment déclencheur, spécifique à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est en 2021 avec l'affaire Sciences Po, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, qui a conduit au lancement d'un groupe de travail sur, les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et à la recherche et de ces groupes de travail ont découlé un plan qui se nomme le Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et à la recherche pour la période 2021-2025. Et pour la première fois, ce plan, il est doté, donc à l'origine de 7 millions d'euros, ce qui est quand même, pour la première fois, en fait, on a un budget en France dans l'enseignement supérieur à la recherche sur ces questions-là. Et ce budget, il a été doublé en 2022 par la ministre Sylvie Retailleau. Et en fait, l'objectif de ce plan, c'est vraiment d'insurer un changement de pratique et de comportement à tous les niveaux. Donc, ce plan, il comporte 4 axes. La sensibilisation et la formation massive de toute la communauté de l'ESR, donc des étudiants jusqu'aux directeurs et directrices de laboratoire. Le renforcement de ces cellules d'écoute qui ont été mises en place, mais voilà, ça nécessite quand même un travail d'appropriation, de construction, d'élaboration de processus, de procédés et la communication sur les VSS au niveau local et national et enfin la valorisation de l'engagement des étudiants et étudiantes et des personnels sur ces sujets. En effet, la question des VSS, notamment grâce à tout ce que je vous ai dit, le travail des chercheuses, le travail militant, le cadre européen, l'affaire Sciences Po, les médias, c'est plus un tabou. Mais par contre, ce dont on se rend compte que c'est une prise de conscience qui doit être, généralisée, qui doit être globale, qui doit être constante. Donc il y a un gros travail encore à faire et toujours à faire parce que les populations étudiantes, voilà, changent tout le temps. Un gros travail à faire de travail de prévention, de sensibilisation et de formation. Donc finalement, des politiques publiques qui sont assez récentes, dans le temps, mais des vraies dispositions qui sont mises en œuvre et on espère qu'ils vont, porter, leurs fruits. Justement, ces problématiques, et notamment les violences, sexistes et sexuelles posent de nombreuses questions éthiques et ne touchent pas que les femmes. Faut-il continuer à travailler avec quelqu'un qui est sous le coup d'une plainte? Faut-il continuer à citer ses travaux de recherche? La question du boycott est compliquée et se met de plus en plus en place. On l'a vu notamment il y a quelques années dans le monde du cinéma avec le réalisateur franco-polonais Roman Polanski et plus récemment avec des joueuses de football professionnelles brésiliennes qui ont protesté ce 13 avril dernier contre le retour de l'entraîneur Clayton Lima, accusé l'an dernier de harcèlement sexuel et moral. Leur action a été de se couvrir la bouche lors d'une photo qui a été prise avant le match, acte qui a valu la démission de l'entraîneur en question. Dans le cas des violences sexuelles et sexistes, notamment dans le monde de la recherche, beaucoup de facteurs rentrent en compte, comme les répercussions sur la carrière de la victime. Quelles sont les pistes d'action, Marianne Blanchard? Alors, c'est un sujet compliqué hein, sur lequel il y a de plus en plus de visibilité et d'initiatives, mais la route est encore longue.
On peut citer en particulier le formidable travail accompli par le Clash, hein, le collectif antisexiste de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est une association féministe qui a été créée au début des années 2000, qui organise des formations, qui informe les victimes, qui les aide à être orientées vers les structures adéquates. Et au départ, à l'origine de cette association, il y avait le constat que les dispositifs internes de prévention et de sanction étaient insuffisants. Ce constat, malheureusement, il est toujours valable. Je vais donner un exemple. En février dernier, 7 membres, toutes des femmes de la cellule contre le harcèlement sexuel de mon université, donc l'université Jean Jaurès à Toulouse, ont démissionné de cette cellule pour dénoncer leur impuissance et le fait que le nombre de victimes se retrouvent sans accompagnement et sans réponse institutionnelle. Et dans leur lettre de démission, elles écrivent: les dossiers les plus vite enterrés sont, sans surprise, ceux qui mettent en cause des membres haut placés de notre institution. Donc, comme je le disais, hein, la route est encore longue. Ouais, donc en effet, les hommes et notamment, les hommes dans des, postes, de responsabilité, de pouvoir sont encore, assez protégés et il y a, beaucoup de progrès à faire dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le Clash, ce collectif antisexiste de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, explique que certains agresseurs peuvent même se rendre insoupçonnables. Ils sont souvent perçus par leur entourage professionnel comme étant joviaux, sympathiques, voire même militants de la lutte contre le harcèlement sexuel. Ce terme peut être qualifié de féminisme washing, soit des personnes, hommes ou bien femmes, qui se prétendent fortement féministes alors que dans leurs actes, ils ne le sont pas du tout. En effet, autant certains hommes peuvent freiner l'accès des femmes aux sciences, autant certaines femmes peuvent également avoir des comportements misogynes, comme des encadrantes vis-à-vis de leurs doctorantes, leur demandant de ne pas tomber enceinte ou de ne pas se mettre en couple pour se focaliser sur la thèse. D'un autre côté, comme l'a énoncé très justement Gwenaëlle en première partie, certains hommes peuvent être aussi des véritables alliés dans la lutte, notamment contre les violences sexuelles et sexistes. Il est donc difficile de faire le tri, de savoir à qui faire confiance, de se sentir légitime lorsqu'on raconte une violence subie dans le cadre du travail. Gwenaëlle Dauphin, est-ce que vous avez un conseil sur la question? Alors déjà, oui, je voulais commenter en disant que concernant le sexisme, j'ai l'impression qu'une femme doit faire quand même plus d'efforts pour être à la hauteur. Et les hommes sont parfois moins tolérants avec nous sur nos performances. Donc ça, bon, je pense que c'est encore ancré. Ensuite, oui, je pense qu'il y a des femmes parfois qui jouent des rôles, un peu destructeurs dans un travail d'équipe, mais je ne l'ai pas vu tellement en France, mais à l'étranger justement, ou des femmes, qui pouvaient être jalouses des autres femmes, surtout dans un climat de travail qui pouvait être difficile, macho, compétitif. Dans ce cas-là, ça détruit le travail en équipe et les interactions professionnelles ne sont pas justes. Je pense aussi que les femmes perçoivent assez vite, quels hommes vont être des alliés et desquels il faut un peu se méfier et je pense que nos meilleurs alliés vont être, ces hommes qui sont, plus respectueux, plus empathiques, qui respectent nos places de femmes et qui ont aussi remarqué là où parfois on peut être, soumise à des injustices et parfois ces hommes sont vraiment, les meilleurs alliés pour aller se confronter aux hommes un peu sexistes, les mettre un peu face à leurs actes, en fait. Et donc le principal conseil que j'aurais, c'est vraiment d'informer. Informer tout le monde, les professionnels, informer les étudiants, les garçons, les filles, sur toutes ces déviances possibles. Parce que ce qui est important, c'est quand même la parole. Pouvoir en parler avant, pouvoir en parler si ça se produit, et pouvoir dénoncer. Faire également sauter, les tabous, parce que je pense que la parole a mis du temps à se libérer et on parlait entre femmes. Enfin, je pense qu'il y a plein de moyens de faire libérer la parole. Donc, par exemple, pour ma société, il y a une formation en hygiène et sécurité au travail que tout le monde doit suivre et il y a un chapitre sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail et où on nous explique, les mécanismes, on nous explique comment reconnaître une souffrance, chez quelqu'un, comment reconnaître aussi un comportement anormal chez un collègue et on a un système pour dénoncer ça très facilement et il nous est rappelé régulièrement qu'on a un petit outil de déclaration. La société organise tous les quelques années un grand questionnaire. Bah, c'est une compagnie mondiale désormais, mais un questionnaire organisé par les ressources humaines sur le ressenti du personnel au travail. Et donc, il va y avoir également le ressenti sur la façon dont ils se sentent dans la société, dans la compagnie, et s'ils se sentent impliqués. Et il y a également des questions relatives
au mode de gestion des ressources humaines et donc ensuite ces résultats sont épluchés pays par pays et utilisés et des problèmes peuvent être, mis au jour de cette façon. Et j'avais aussi une remarque, oui, sur les Nations Unies où je travaillais, enfin, dans des situations où il y a des gens qui sont en poste à vie, en fait, qui ont des postes qui sont à peu près indéboulonnables. Et beaucoup d'autres gens sont des consultants et vont et viennent. Il y a un turnover important. En fait, souvent, dans ce genre de composition, il arrive quand même que les gens qui sont en poste à vie se comportent mal parfois, et surtout vis-à-vis des consultants. Ils ont un pouvoir trop important sur, ces gens-là, parce que c'est eux qui vont décider du renouvellement de leur contrat ou non, qui sont des contrats courts. Donc ça crée un peu une situation de dépendance, des consultants et parfois il y a du sexisme, également et donc c'est ce que je regrette, c'est que souvent, ben, ce sont en fait, les bourreaux un peu qui restent et les victimes qui partent et ça, c'est parce que, il y a un manque justement de dénonciation de ce qui se passe et des tabous, un manque de formation et cetera. Voilà, donc vraiment le principal, conseil que j'aurais, c'est vraiment de former les gens et d'assurer une bonne communication, pour, éviter ces comportements. Oui, donc parfois, des problèmes, structuraux, qui font que la hiérarchie, le rapport de domination, est en défaveur, des victimes qui sont, le plus souvent, des femmes. Donc beaucoup de choses à repenser de ce côté-là, mais aussi des outils dont vous avez parlé qui sont, très importants pour faciliter, la parole, parce que c'est des sujets pas faciles à aborder et évidemment, avoir des outils, qui facilitent les choses, peut beaucoup aider. On a aussi vu, le mouvement social, MeToo il y a quelques années, pour, moi aussi, qui invitait les femmes, à prendre la parole sur ces, violences subies et je pense que c'est quelque chose qui aide, qui encourage énormément, les autres femmes à suivre le pas et justement, comme on l'a dit plus tôt, à oser prendre la parole, oser dire les choses parce que c'est pas facile. Mais bon, peut-être, revoir le problème structurel en premier est déjà, une bonne option. Alors maintenant, je vais vous faire écouter à toutes les 3 un micro-trottoir enregistré par, Cléa Maureen-Carbonneil et moi-même. Nous avons demandé aux passants: «Selon vous, qu'est-ce qui explique que les garçons se tournent plus souvent vers les mathématiques et les sciences dites dures et les femmes vers la littérature et les sciences humaines et sociales?» Voici leurs réponses. Bah, je sais pas, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un rapport avec le plafond de verre. Enfin, tout ça, on va pousser les hommes à aller plus loin dans les études. Les femmes, elles vont abandonner plus vite parce que, enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a ça qui joue. Et enfin, les hommes, on les voit toujours dans des postes comme médecin, scientifique. Les femmes, on va les voir comme prof de français. Enfin, c'est des métiers, enfin, c'est des préjugés. On fait rentrer les gens dans des cases pour leur métier, etc. Donc, je pense qu'il y a ça qui joue. Je pense que la femme est plus humaine naturellement, en fait, plus dans le lien social. Mais encore une fois, je pense que ça vient aussi de nos cultures et de nos conditionnements. Parce que je pense que dans les sciences sociales, il y a un truc de sensibilité que les femmes ont un peu plus que les hommes. Et après, l'autre truc, c'est toujours, je pense que c'est aussi parce que les sciences dures, il y a plus d'études à faire que les sciences sociales. Enfin, ça part souvent sur des 8 ans, 10 ans, etc. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Bon, déjà, par rapport aux femmes sociales, c'est la logique parce que la femme, elle a plus tendance par exemple, c'est comme dans une famille, la maman, elle a toujours le mot, le petit câlin. En fait, social, moi je pense que en général, comme moi, j'ai un enfant, il a un handicap. La plupart du temps, il y a l'assistante sociale femme qui vient. Mais une fois, la femme est venue il m'a présenté qu'il y a l'assistant social, un homme, j'ai trouvé toujours un petit peu... C'est comme si c'est pas logique, en fait. Moi, j'ai l'habitude que dès que c'est le mot social, c'est la femme. Alors, quelles sont vos réactions, face à ce micro-trottoir, Qui veut prend la parole? Marianne, on vous écoute.
Alors, une réaction, c'est que, on a 2 personnes qui, disent finalement, les filles, pour faire des sciences, il faut faire plus d'études et donc ça pourrait l'expliquer. Mais il faudrait rappeler que, aujourd'hui, en France, les femmes sont plus diplômées que les hommes, hein. C'est, un résultat qui a notamment, été, publié par, Dominique Epiphane et Thomas Couppier, en 2019, donc, dans une note du CEREQ. Donc aujourd'hui, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants et les femmes sont, en moyenne plus diplômées que les hommes. Oui, et en plus, des études en recherche, que ça soit en sciences dures ou en sciences sociales, vont durer, le même, nombre d'années, avoir un doctorat, peu importe la matière, c'est toujours le même nombre d'années. Tout à fait. Yona, à vous. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est bien que ça arrive à ce moment-là du podcast parce que ça démontre parfaitement l'ancrage des stéréotypes de genre et finalement à quel point c'est insidieux parce que les inégalités, elles sont pas vécues comme injustes, elles sont vécues comme naturelles et il y a vraiment ce marquage de je trouve ça très intéressant la parole du monsieur à la fin. Mmh. Le social, c'est la femme et c'est ce qu'on disait au tout début du podcast, c'est que, les femmes, c'est le soin au travail et dans la famille et c'est vraiment tout ce système patriarcal qui se recrée. Et Marianne l'a dit aussi, en fait, les inégalités, elles disparaissent pas, elles se déplacent, elles se replacent, elles se recomposent. Et je trouve que là, on a vraiment l'explication finalement avec ces quelques interviews, ces quelques micros au trottoir, de pourquoi les choses sont tellement vécues naturellement et tellement normales que finalement on se remet même pas en question sur le fait qu'il n'y a pas de femmes dans les sciences. Je suis complètement d'accord et je trouve que l'intervenant de la fin le montre parce qu'en fait, même lui, on voit qu'il a du mal à expliquer et il n'arrive pas à expliquer de manière rationnelle. Tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est de dire que c'est logique, c'est naturel, mais il ne saurait pas dire pourquoi la femme, il l'associe à social et non l'homme. D'autres remarques? Oui, moi j'ai une remarque, je veux faire aussi un aveu sur le fait que moi-même, je pense que j'étais sexiste sur les connaissances. Par exemple, je suis une grande adepte de France Culture, j'ai l'habitude d'écouter des émissions où il y a un expert ou plusieurs experts. Avant, je pense que je considérais que les femmes étaient moins crédibles dans leur expertise que les hommes. Je sens nettement une évolution sur les radios françaises. Il y a beaucoup plus de femmes dans les discussions qui sont des oratrices brillantes. Et en fait, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Maintenant que les femmes sont mieux représentées dans ce type d'émission, je vois qu'elles sont aussi brillantes que les hommes. Donc peut-être qu'avant, elles étaient un peu en minorité, elles s'exprimaient effectivement peut-être un peu moins bien, elles étaient moins affûtées aussi puisqu'elles avaient moins l'occasion de parler à la radio. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais du sexisme en fait sur le niveau d'expertise. Donc effectivement, c'est vraiment important, même les quotas, parfois c'est un peu brutal, et puis on va amener des femmes, qui sont pas encore prêtes à prendre un rôle, d'expertise ou de responsabilité, donc parfois elles peuvent décrédibiliser même le genre féminin parce qu'elles n'ont pas la maturité. Mais je pense que c'est important d'imposer des quotas et par exemple, cette loi française qui va imposer un quota de femmes dans les comex de grandes entreprises, et c'est une loi qui a été annoncée plus de, je crois, 10 ans avant son exécution. Je pense qu'il y en a pourrait commenter et ça laisse le temps aux entreprises de faire maturer des femmes, et de leur donner l'opportunité d'être compétentes au moment où elles vont arriver à ce poste-là. Je pense que ça, c'est important, il y a des choses qui prennent du temps, il faut laisser, du temps aux femmes pour, évoluer aussi elles-mêmes dans leurs compétences, en fait. Et comme on disait aussi, il y a aussi ce phénomène de peur du stéréotype, qui fait que souvent les femmes se sentent, Oui. moins légitimes et vont, espèce de croyances limitantes qui font qu'elles vont être peut-être moins à l'aise alors qu'elles ont, les mêmes, compétences et non, c'est des questions compliquées. Je pense qu'on est tous victimes de stéréotypes, hommes comme femmes, qui sont ancrés depuis très longtemps. Il y avait toute une étude scientifique qui avait été faite sur, les associations, de mots, justement, mais pour les hommes, pour les femmes, à quel point on associait, des femmes à certains vocabulaires et des hommes à d'autres et comme vous dites, c'est lié aux représentations. C'est sûr qu'on parlait de modèles tout à l'heure, mais on y revient. Si on n'a pas assez de représentation de femmes, dans les sciences, dans les domaines de connaissances, à la radio et on va avoir plus de mal à les associer à ça, à les associer à la crédibilité, au savoir, à la connaissance, et même au pouvoir, donc ça, ça joue et je pense qu'on a tous, encore des choses à déconstruire et c'est un processus qui est long et c'est bien de libérer la parole dessus parce que sûrement beaucoup de gens culpabilisent alors qu'on a tous, nos stéréotypes, à déconstruire. Alors, on estime que 77
des emplois d'avenir nécessiteront une formation en mathématiques et en sciences du numérique et de l'informatique. Une raison de plus pour rendre ces filières accessibles aux femmes. Dans la première partie de l'épisode, nous avons abordé les inégalités économiques et professionnelles entre les femmes et les hommes. Yona Guetta, vous travaillez actuellement pour le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et vous avez participé à la rédaction des décrets de la loi Rixin visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Pouvez-vous nous en parler? Alors oui, donc il s'agit des décrets d'application de la loi du 24 décembre 2021. Pour vous faire un peu l'historique, à l'origine, c'est une proposition de loi qui est devenue un projet de loi et il a été porté par la députée Marie-Pierre Rixain et Bruno Le Maire tout au long de l'année 2020. Il y a eu un gros travail interministériel autour de cette loi parce que vous allez voir, ça va toucher à différents secteurs. L'objectif de cette loi, et vous l'avez dit, c'est accélérer l'égalité professionnelle et économique entre les femmes et les hommes. Et donc, elle agit sur 3 axes. Le premier, c'est les formations scientifiques et technologiques parce que, vous l'avez dit, voilà, il y a un besoin, de formation et c'est un levier aussi, l'accès aux formations, l'accès aux emplois pour l'égalité professionnelle et économique. On l'a dit tout à l'heure avec les métiers du numérique qui sont les plus rémunérateurs, donc il y a un réel enjeu, de ce côté-là. Le deuxième axe, c'était la vie des entreprises et leur direction. Et le dernier, c'était celui de l'entrepreneuriat. Et donc, une fois que cette loi a été adoptée, on devait rédiger des décrets d'application, donc des textes qui viennent préciser une loi. Dans la loi, on demandait à ce que les classes préparatoires aux grandes écoles, les établissements du supérieur et les organismes de recherche devaient publier des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et donc, notre travail, en tant que ministère, mon travail, ça a été de travailler tout au long de l'année 2023 pour trouver les indicateurs qui seraient les plus pertinents pour justement venir préciser comment on repère des inégalités de chance entre les femmes et les hommes. Et ça, en fait, c'est un objectif, c'est de trouver les meilleurs leviers à actionner pour lutter contre ces inégalités. Évidemment, il y a déjà une quantité de chiffres qui sont déjà produits par les établissements, mais aussi déjà produits par le ministère, notamment dans une brochure qui est produite annuellement, tous les 8 mars. Ça s'appelle la brochure des chiffres clés de l'égalité et je vous conseille d'aller regarder un peu les chiffres qui sont annoncés dedans parce qu'on voit qu'on a encore une grosse, grosse marge de progression. Et ces indicateurs qui vont être fournis par les classes préparatoires aux grandes écoles, par les établissements du supérieur et les organismes de recherche, ils ont quand même un intérêt supplémentaire que personnellement je trouve très intéressant parce que tout d'abord, il y a un enjeu de transparence. L'ensemble de ces établissements doivent publier ces chiffres-là, ces indicateurs-là, annuellement et sur leur site internet. Donc il y a un moyen quand même, un peu ce qu'on nomme name and shame, c'est-à-dire de publier où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce que ça pêche un peu, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Mais c'est aussi un moyen pour les établissements de communiquer plus largement et de valoriser les actions qui sont mises en œuvre pour lutter contre les inégalités qu'ils observent. Parce que dans la loi, il est demandé aussi à ce que des établissements publient annuellement sur leur site internet les actions qui sont mises en œuvre pour lutter contre les inégalités. Pour les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y avait déjà ce qu'on appelle les plans d'action qui ont été mis en place par la loi de 2019, mais on ne demandait pas pour les étudiants et étudiantes. Et donc là, ça va permettre aux établissements de montrer, d'afficher ce qu'ils font également pour les étudiants et les étudiantes. Il va y avoir effectivement une amélioration de notre connaissance des inégalités parce qu'on voilà, on va vraiment augmenter la quantité de manière assez phénoménale d'informations sur ces indicateurs-là. On va pouvoir constater les évolutions et ainsi on va pouvoir actionner les leviers nécessaires. Donc, un besoin de plus de transparence et cette question des indicateurs, elle me fait penser aussi à une étude que j'avais lue dans un groupe, de musiciens où ils se sont rendus compte qu'il y avait souvent, plus d'hommes que de femmes. Ils ont décidé, de faire, des sélections à l'aveugle, donc, comme dans The Voice, pour, choisir que sur la qualité de la performance, auditive, de la performance du son et non pas, sur, le, genre de la personne. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore des biais, par exemple, l'odeur de parfum ou les bruits de pas pouvaient, donner des indicateurs. Donc ils ont demandé aux gens de ne pas mettre de parfum et de venir pieds nus et on a vu le nombre de femmes augmenter, drastiquement, après avoir mis, ces, sélections à l'aveugle. Donc je pense que ça en dit long sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le fait qu'on a des stéréotypes assez inconscients, sur, le fait qu'on va juger qu'un homme est peut-être, plus légitime, plus brillant qu'une femme.
En fait, il y a souvent cet enjeu de quantifier les inégalités, quantifier l'égalité, et c'est souvent ça, en fait, qui a permis de montrer qu'il y avait bien des inégalités. Je pense que la plupart des gens estiment, en tout cas en France, que les femmes et les hommes sont égaux et que le fait d'annoncer qu'il y a que 33% de chercheuses et que, de manière apparente, il n'y a pas de raison parce qu'on les bloque pas à l'entrée, ça permet en fait de faire réfléchir. Donc le fait de mesurer, de pouvoir quantifier, c'est vraiment extrêmement important. Et je voudrais juste rebondir sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le fait de mesurer cette fois nos propres stéréotypes et sur les tests d'association implicites. C'est quelque chose qu'on recommande beaucoup. On parlait de comités de sélection. Aux comités de sélection voilà, qui vont venir faire des recrutements analysés, de commencer par analyser leurs propres biais, par mesurer leurs propres stéréotypes via ces tests d'association implicite. Donc, c'est plus des tests qui permettent de mesurer des réflexes sur la façon dont on va associer femmes et littérature et hommes et sciences. Et juste pour décomplexer tous les auditeuristes qui voudraient faire le test, même moi, j'ai énormément, alors que j'y passe toute ma journée, énormément de stéréotypes, de biais qui sont ancrés. Donc le premier pas, c'est quand même de les reconnaître et de prendre conscience que tout le monde fait partie du problème, femmes et hommes compris. Non, complètement. Moi, j'avais fait une formation, pareil sur, intégration, et diversité et on avait fait tout un travail sur les stéréotypes et on est tous soumis aux stéréotypes, peu importe, notre genre, peu importe, notre nationalité, on a tous les nôtres et c'est vrai que ces chiffres sont très importants. Moi, je vois quand je préparais cet épisode, j'ai beaucoup entendu: «Oui, mais nous au CIRAD, on a une directrice». Oui, mais en fait, c'est super, mais un cas particulier ne justifie pas un cas général. Quand on regarde que cette, femme directrice, elle fait partie que de 9 des femmes qui sont directrices, on se rend compte que, bah, oui, c'est super, mais qu'il y a encore, beaucoup de progrès à faire donc les chiffres sont en effet, très importants. Donc les sciences, peuvent être considérées comme une allée du pouvoir, permettant de reproduire l'élite. Elles sont de fait une source de pouvoir en tant que productrices de connaissances autoritaires, définissant ce qui va de soi pour des milliards de personnes. Nous l'avons bien vu au moment de la pandémie de Covid-19, le monde se tournait vers les scientifiques et les décisions politiques s'appuient souvent sur ces données scientifiques. En limitant l'accès des femmes aux postes scientifiques, en limitant par les stéréotypes, par tout ce qu'on vient de mentionner au cours de cet épisode, ne limitons-nous pas finalement leur place tout entière dans la société, Marianne Blanchard? Alors, je dirais qu'il ne faut pas surestimer le rôle des scientifiques dans la société. Les sciences, elles sont surtout et d'abord une allée du pouvoir dans le système éducatif. Hein, en particulier, les mathématiques vont conditionner l'accès à un certain nombre de formations parmi les plus prestigieuses, comme certaines grandes écoles, à l'instar par exemple de l'école polytechnique. Mais finalement, ensuite, on va retrouver assez peu de scientifiques dans le monde politique. Il me semble que ce serait une bonne chose que les décisions politiques s'appuient un peu plus sur les données scientifiques en matière d'environnement ou Claire. d'éducation. Prendre que deux exemples au hasard. C'est vrai que l'absence des femmes dans certains domaines des sciences, de la santé, de l'ingénierie, va donner de drôles de résultats. Et à ce titre, je vous conseille le livre de la journaliste allemande Rebecca Handler qui s'appelle Le patriarcat des objets et qui va montrer en fait comment le monde des objets qui nous entourent est conçu majoritairement par et donc pour des hommes. Quand elle prend l'exemple des ceintures de sécurité qui sont mieux adaptées à la morphologie des hommes, ou par exemple aussi de l'Apple Watch qui recueille des données de santé et aucun des concepteurs avait pensé à intégrer les données sur le cycle menstruel parce qu'il n'y avait pas de femmes. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Ça revient à beaucoup de questions qu'on a abordées, le fait que Yona disait au début, la santé est plus conçue, autour des hommes et non des femmes et c'est vrai que c'est des choses qui commencent à changer mais on a encore, beaucoup d'avancées à faire dans ce sens, c'est très intéressant. Gwenaëlle Dauphin, comme, nous l'avons déjà mentionné, vous avez eu plusieurs postes, de responsabilité dans l'univers de la recherche scientifique. Quels conseils pourrait-on donner aux femmes, mais également aux hommes, pour faciliter, l'accès des femmes, à ces postes et aux sciences de manière générale? On n'est pas non plus tous destinés à prendre des postes à responsabilité. C'est pas une fin en soi. En fait, pour moi, je trouve qu'une réussite de carrière, c'est pas forcément l'atteinte d'un pouvoir, mais c'est aussi, ça peut être l'atteinte d'une expertise et c'est dommage que parfois quand on veut nommer les gens, les promouvoir, hein, on leur fait monter l'échelle du pouvoir alors qu'ils sont très bien
à rester dans une expertise et devrait être valorisée en tant que telle. Alors ensuite, j'ai oui 3 suggestions. Premièrement, il faut vraiment encourager les jeunes gens à s'ouvrir au monde, à la diversité du monde, développer une expertise et des connaissances et je parle, souvent avec, des étudiants, par exemple en master et en fait, parfois ils me demandent de raconter mon parcours et ils me demandent des conseils et je dis vraiment: «Essayez d'avoir un domaine d'expertise, développer votre propre domaine d'expertise. Ensuite, vous verrez comment les choses vont évoluer». Et aussi, développer votre réseau, rester ouvert et aller voir les gens de la génération, plus senior, interrogez-les, et puis un jour, ils se souviendront de vous quand ils auront besoin de quelqu'un de votre profil, par exemple. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de convaincre les jeunes femmes dès le lycée qu'elles sont tout aussi capables que les hommes sur certains domaines. On a déjà mentionné ça, antérieurement et je pense qu'il s'agit non seulement de aussi changer la mentalité de ces jeunes femmes, mais aussi du monde qui les entoure, c'est-à-dire les profs à l'école et les parents. Je pense que les parents aussi, eh ben, on a vu dans l'enregistrement précédent, on a tous des idées ancrées et pour nos propres enfants également, je pense qu'on projette aussi nos préjugés en fait. Avec ces étudiants en master avec qui je discute, bon, c'est encore une fois, c'est le domaine de la biologie, donc il y a beaucoup de femmes. Il y a une majorité de jeunes femmes et je les sens, plus affirmées que les femmes de ma génération. Elles posent plus de questions, elles sont parfois même plus actives que les jeunes garçons qui sont dans ces discussions. Donc je suis convaincue en fait que ce processus est déjà en marche et que de toute façon les jeunes femmes vont se lancer de manière plus affirmée en fait, puisqu'elles bénéficient déjà des progrès, dans les mentalités sociétaux. Troisième point que j'ai, c'est que on voit de plus en plus dans les formulations de projets, alors soit des projets de recherche ou des projets de développement quand j'étais à la FAO. Dans ces projets, il y a souvent une catégorie, on demande la description des critères d'égalité homme-femme. Quels efforts on va faire pour améliorer l'équilibre homme-femme? Et par exemple, moi, je suis chair d'un réseau, de grippe porcine, financé par, l'Union européenne et on m'a dit: «Tiens, dans des positions là de leadership, vous avez plus d'hommes que de femmes et plus de gens, seniors que jeunes. Alors comment vous allez faire pour rééquilibrer?» C'est pas forcément des exigences, mais c'est au moins d'obliger les gens à réfléchir à ça. «Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'hommes que de femmes. Ah, mais c'est vrai que je pourrais faire ceci ou cela pour améliorer les choses». C'est de l'éducation en fait, encore une fois, c'est pas forcément d'imposer de manière réglementaire, mais d'éduquer chacun à évoluer, et en fait de se rendre compte, c'est tout à fait possible, d'atteindre un meilleur équilibre, homme-femme. Les postes de responsabilité sont en effet pas une fin en soi et d'ailleurs, les sciences ne sont pas non plus une fin en soi. L'idée, c'est plutôt, d'avoir un panel de possibilités et de pas se sentir, restreint, mais bien sûr, le but est que, chacun, chacune puisse faire, ce qu'il a envie et c'est vrai que c'est intéressant d'être capable de se questionner sur la question, d'être sensibilisé et d'être capable de prendre du recul et de se dire: «D'accord, là, pourquoi on a, moins de femmes que d'hommes?» Et de petit à petit, déconstruire ces stéréotypes, au mieux. Donc, comme évoqué dans la première partie de l'épisode, les stéréotypes de genre se mettent en place dès l'enfance et vous venez de le rappeler, Gwenaëlle, aussi bien sur le plan verbal que moteur et dans les différentes sphères dans lesquelles les enfants évoluent, notamment la famille et l'école. Parents, enseignants, citoyens, comment peut-on casser ces stéréotypes depuis le plus jeune âge? Yona Guetta, avez-vous des conseils? Ah, moi, je rejoins totalement, ce que disait, Gwenaëlle, précédemment. C'est que, en fait, c'est un travail constant. C'est un travail de chaque jour de prise de conscience de ces stéréotypes, d'arriver à décrypter qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce qui est soumis à ces stéréotypes de genre. En sciences sociales, on dit chausser les lunettes, de l'égalité, chausser les lunettes du genre et il faut aussi, et je pense que c'est ça le plus difficile peut-être, remettre en question ce qu'on a intégré et qu'on ne souhaite pas remettre en question, qu'on remet difficilement en question, les stéréotypes qui nous arrangent en quelque sorte. Et en fait, je pense que cette prise de conscience, elle peut être faite par tout le monde. Il est nécessaire qu'elle soit faite par tout le monde parce que si la famille fait un travail, mais que l'école va détruire complètement ce travail ou l'inverse, et ben finalement, ça annule le côté annulation des stéréotypes de genre et ouverture d'espace des possibles. Et je pense que ce qui est primordial, c'est d'avoir une vigilance quand il s'agit des plus jeunes, ce qu'on leur véhicule comme image.
ce qu'on leur donne à voir comme représentation, comme rôle modèle, comme espace des possibles. Et malheureusement, c'est un travail de chaque instant. Et pour l'exemple de l'orientation scolaire et professionnelle, il faut montrer dès le plus jeune âge que les métiers n'ont pas de genre. C'est surtout à travers les jeux, et je sais qu'il y a un gros travail dans les politiques publiques qui est fait, et aussi et surtout par les associations, éviter de véhiculer ces stéréotypes de genre dans les jeux, dans les représentations culturelles, médiatiques. On en parlait, les manuels scolaires. En définitive, le genre, à un moment, la règle, ça doit être qu'il ne doit pas être une limite à l'espace des possibles. Il faut avoir ce maître mot et se demander, moi par exemple, je me fais souvent la réflexion, pourquoi c'est si important pour les parents qui attendent un enfant de connaître le genre de leur enfant? Parce qu'il y a déjà tout un imaginaire, alors que l'enfant n'est même pas né, qui se met en place, qui se construit. Qu'est-ce qu'on va lui acheter comme jouet, comment on va l'habiller, et qui va directement le mettre dans un espèce de couloir où il va être très difficile après de s'en sortir. Je trouve qu'une des manières les plus intéressantes qui existent dans le langage courant, c'est par exemple dès qu'une fille va jouer au foot ou va mettre des baskets, on va lui dire c'est un garçon manqué. Et il faut faire attention au fait que dès qu'on transgresse un peu ces notions de stéréotypes de genre, son identité sexuée, comme on parlait tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas mettre de limites et de ne pas mettre de barrières, parce que sinon les enfants apprennent facilement, et par mimétisme et surtout par les moqueries, vont se replacer directement dans les stéréotypes qui sont attachés à leur identité de genre. Donc voilà, le maître mot, c'est une vigilance de chaque instant et une prise de conscience. Merci beaucoup, Yona. Et merci à toutes les trois. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, moi, j'aimerais dire finalement, on a beaucoup parlé des filles, mais on s'est pas tellement posé la question, finalement, voilà, on a dit: «Pourquoi les filles ne vont pas faire les sciences?» mais on s'est pas demandé pourquoi les garçons, ils vont autant. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vers les métiers du social, du soin, du lien? Et finalement, en cherchant à inciter les filles à aller vers les sciences, on contribue aussi à maintenir une sorte de hiérarchie symbolique entre les orientations. Mhm. Et au lieu d'inciter les filles à s'orienter comme les garçons, à adopter des dispositions construites comme masculines, hein, le goût pour la compétition, le contrôle des émotions, peut-être qu'on pourrait aussi remettre en cause le caractère intrinsèquement positif de ces dernières et essayer au contraire de favoriser chez les garçons des dispositions, par exemple l'empathie, la sensibilité et des orientations qui sont considérées comme féminines. Oui, complètement. On pourrait se tourner vers l'importance de l'intelligence émotionnelle qui est souvent moins bien vue que l'intelligence cognitive et pousser les garçons à développer ce genre de caractéristiques. Ça peut être une piste très intéressante. Merci beaucoup, Marianne. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Gwenaëlle. Oui, dans mon domaine, le domaine vétérinaire, actuellement et depuis pas mal d'années maintenant, on a plus de 90 des promotions, qui sont constituées par des femmes. Je pense que beaucoup de professions sont très genrées. Au fil du temps, certaines sont encore plus genrées, ça devient extrême et je trouve dommage de perdre de la mixité, dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a des professions qui auparavant étaient très masculines. Par exemple, on va parler des professeurs. Et en fait, on se rend compte que dès qu'elles se féminisent, déjà les salaires baissent. Et en plus, elles perdent en noblesse, en bonne position hiérarchique dans l'ordre des métiers, symboliquement, dès qu'il y a plus de femmes. Donc, je pense que évidemment, la mixité, c'est essentiel. Même, hein, c'est un outil de performance. La mixité, ça a plein d'atouts, mais c'est aussi un indicateur d'égalité en fait sociale, de justice sociale. Parce que statistiquement, il n'y a pas de raison que dans la discipline, par exemple, je regardais hier combien de filles sont dans les formations paramédicales et sociales, 81%, et combien de filles dans les formations d'ingénieurs, 29%. Et je pense que le maître mot, ça doit rester que ça, c'est les révélateurs de mécanismes qui sont cachés, qui sont ancrés. Et donc, en effet, il faut porter une attention extrêmement importante au fait de veiller à la mixité parce que c'est une question avant tout de justice sociale. Justement, l'idée, c'est pas non plus de se retrouver dans des filières où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais vraiment d'être vers une mixité, vers une parité et d'être dans une justice sociale. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un livre ou un film sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et auditrices? Alors, moi, je vais tricher, j'en ai deux. Le premier, c'est un documentaire qui s'appelle Picture a Scientist. Et je suis désolée, j'ai mangé le nom des personnes qui ont réalisé le documentaire. En tout cas, c'est un documentaire qui retrace le parcours de trois scientifiques. Et je vais
quand même les nommer puisque c'est vraiment le sujet du podcast. Donc, c'est Nancy Hopkins, qui est professeure de biologie au MIT, la chimiste Rachel Burke et la géoscientifique Jane Willem-Brink. Et en fait, dans ce documentaire, on va voir ces 3 femmes scientifiques, on va voir leur parcours et elles-mêmes vont raconter qu'est-ce qu'elles ont rencontré comme difficultés. Et ça permet d'avoir un bon panorama, je trouve, de toutes les difficultés auxquelles peuvent se confronter les femmes scientifiques en raison uniquement de leur genre. La deuxième recommandation, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est écrit justement par Clémence Perronnet, qu'on a cité, qui est sociologue, la dessinatrice Claire Demarque et la mathématicienne Olga Paris-Romaskiewicz, qui a d'ailleurs été lauréate du prix de l'engagement. Elles ont écrit toutes les 3 un livre, et donc dans ce livre, on retrouve vraiment les 3 aspects, la sociologie, le dessin et les maths. Parce qu'en fait, c'est venu d'une étude sociologique de classes de mathématiques qui sont organisées à Marseille, qui s'appellent les Cigales. Et en fait, ces classes de mathématiques, elles sont non mixtes, elles sont uniquement pour les filles qui décident de vouloir faire des stages d'approfondissement de maths pendant l'été. Et la sociologue Clémence Perronnet, elle a décidé de faire une analyse sociologique. Est-ce que c'est bien de faire des classes que de filles sur les maths, qui se rendent à ces classes de maths. Et donc, il y a toute une étude sociologique sur l'apport et aussi quelles inégalités se recomposent, mais cette fois plus peut-être de classisme et de racisme, donc des inégalités qui vont se superposer aux inégalités de genre. Et donc, c'est très intéressant et c'est très bien mis en dessin. Je trouve que ça permet vraiment de prendre conscience des concepts sociologiques parfois qu'on a du mal à se représenter grâce au dessin de Claire Marc. Et enfin, les maths, parce que dans ce livre, il y a des problèmes mathématiques à résoudre. Et donc, ce livre, il est vraiment à destination de tout le monde, et notamment des filles, des lycéens, des garçons, pour prendre conscience des problèmes. Merci beaucoup, Yona. Marianne, vous aviez déjà cité un livre tout à l'heure. Est-ce que vous avez une autre suggestion ou est-ce que ça sera votre suggestion du jour? Alors, j'ai une autre suggestion. Il s'agit d'un roman graphique qui s'appelle Les Faits scientifiques de Zoé Sauvage. Donc, c'est une BD qui, à travers l'histoire d'une jeune scientifique en 2037, amène à réfléchir au rôle de la science, rôle qui n'est pas toujours positif, hein. Il suffit de voir l'état d'urgence climatique et environnementale actuelle. Et donc, dans une perspective écoféministe, le livre va questionner la façon de faire des sciences, qui n'est pas forcément l'activité froide, rationnelle et compétitive qu'on se représente. Et il me semble que changer le regard sur les sciences, ça peut être aussi une façon d'y amener plus de femmes. Alors moi, la suggestion que j'aurais, c'est un film dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est l'anatomie d'une chute, et en particulier la scène de ménage entre le mari et la femme, et pour montrer comme les tiraillements dans les développements de carrière, en fait, que ça génère dans la sphère privée. Cette scène m'a vraiment marquée. Enfin, je veux pas spolier le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, dans cette scène, je la trouve très subtile et on voit en fait la complexité des relations de couple. Ils sont tous les 2 écrivains et lui, il n'arrive plus à écrire de livres et il se sent en situation d'échec. Et parce que en fait, leur couple est un peu inversé. Il remplit pas mal de rôles qu'habituellement les femmes pourraient remplir dans un couple. Et en fait, il va rejeter son échec sur elle, en fait, la responsabilité sur sa femme. Et elle a réponse à tout. Elle répond de manière vraiment calme, efficace, et elle refuse en fait de porter la responsabilité du fait qu'il ait décidé de faire le cours l'école à son fils et des choses comme ça. Elle lui a dit: «C'est toi qui as décidé, tu avais le choix». Donc c'est pour moi, c'est une grande leçon parce elle ne s'est pas laissée impressionner. Elle l'a mis face à ses responsabilités. Donc j'ai trouvé en fait cette scène de ménage vraiment très subtilement développée, et je trouve que toutes les femmes devraient regarder cette scène de ménage et en tirer des conclusions quant à leur propre vie et la stature qu'elles doivent avoir aussi face à l'homme qui pourrait les accabler en fait. Merci à Marianne Blanchard, Yona Goeta et Gwenaëlle Dauphin de nous avoir éclairés sur la place des femmes dans l'univers de la science. Dans cette seconde partie, nous aurons compris que nous avons tous nos stéréotypes de genre et que pour faire plus de place aux femmes dans la science, cela peut passer par les politiques publiques, par la sensibilisation des citoyens, par la transmission des parents aux enfants, des enseignants et par plein de choses à mettre en œuvre aussi bien au niveau individuel que structurel.
Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Avec Cléa Maureen Carboneil, nous avons enregistré le micro-trottoir. Audrey Chaunette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.